Nous avons souvent tendance à dire que l'histoire est un perpétuel recommencement. Voilà pourquoi Anthologie est là pour vous servir. Anthologie, c'est votre nouveau podcast qui raconte l'histoire avec un grand H à portée de tous. Des mots simples, des situations simples, mais nous allons quand même remonter le temps à de nombreuses reprises pendant l'émission, que ce soit pour raconter l'actualité de la semaine, pour revenir sur un événement majeur de notre histoire ou de celle des autres, mais également savoir qu'est-ce qu'il s'est passé à la date précise du jour, il y a des années auparavant. Vous l'avez compris, beaucoup de choses nous attendent. Bienvenue dans Anthologie, générique. Et Anthologie est de retour cette semaine avec beaucoup de choses à voir. Tout d'abord en fin d'émission, la saga story qui reviendra sur la vie d'Edith Piaf. Ce sera la deuxième et dernière partie de cette saga story qui a démarré la semaine dernière. Le journal de l'histoire au quotidien sera également très chargé au vu de l'actualité très présente, avec un journal de l'histoire au quotidien puis un journal pour la situation en Ukraine. Vous aurez peut-être noté aussi que le logo a pris les couleurs du drapeau ukrainien en soutien évidemment à tout ce qui s'y passe là-bas. Nous y reviendrons dans un petit moment car voici venue l'heure d'il y a un an, il y a un siècle. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 mars 2022, mais que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle? Eh bien nous allons remonter le temps 365 jours auparavant. Alors, dernier coup c'est facile, dernier coup dur. Dernier coup dur, l'accident de voiture. L'accident. Dernier coup de cœur. Coup de cœur... Adriana Carambeu, je comprends. Le dernier, bah, c'est il y a 5 minutes. Ouais. Oh, j'avais bien. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, le procès. Ouais. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, un très joli cadeau pour ma maman. Ah. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, ma petite partenaire, Manon Landowski. Ah oui. J'adore. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, je veux qu'on m'écoute aux répétitions. Ah ouais. Je veux travailler. Ah ouais. Je veux répéter. Je trouve qu'on passe trop de temps sur les autres, pas assez sur moi. Il y a un an tout pile, nous avons appris le décès de la personne que vous aurez peut-être reconnue pendant l'interview de Thierry Ardisson. C'est une étoile à tout point de vue et c'est le danseur Patrick Dupont. Il y a un an, il rejoignait les siens et brillait comme dans la nuit, comme il brillait sur les parquets de danse, et notamment à la fin de sa carrière, très connu par les jeunes dans Danse avec les stars. Ce miraculé, il en parlait, n'était vraiment pas destiné à redanser suite à un terrible accident de voiture et a su se relever. Il est devenu un exemple de combat pour la vie et il nous manque terriblement. Combat dans un autre genre, c'est un 5 mars et vous ne le saviez peut-être pas que la guerre froide a officiellement démarré. Moins d'un an après la victoire de 45, le Premier ministre britannique utilise pour la première fois le terme de rideau de fer pour désigner la frontière entre les territoires européens d'influence américaine contre les pays à inspiration soviétique. Churchill met donc le mot sur les débuts d'une menace d'une guerre entre les USA et l'URSS qui va tendre le monde pendant près d'un demi-siècle et mener, vous le savez, à la construction du mur de Berlin. Partons maintenant dans un tout autre monde. Alice, tu es revenue? Alice? La fameuse Alice? Tu es Alice, ça ne fait aucun doute, je te reconnaîtrai entre mille. Vous l'avez compris, nous allons parler d'Alice, celle du Pays des Merveilles et celle de Tim Burton, puisque le film live-action d'Alice au Pays des Merveilles de Disney est sorti il y a 12 ans aujourd'hui, c'était en 2010 déjà, et c'était bien le 5 mars. C'est aussi un des premiers de la longue série des remakes Disney en version live-action, comme je le disais, c'est-à-dire en prise de vue réelle. 3 films avaient précédé celui-ci pendant les années 90, Le Livre de la Jungle, et les 2 premiers 101 Dalmatiens qui avaient été également refaits. Alors évidemment, ce film est considéré comme l'un des premiers de cette longue nouvelle liste de chefs-d'œuvre, nouvelle génération, avec notamment, et un petit peu plus récemment, Mulan, Aladdin, Le Roi Lion, qui ont aussi rejoint leur copain remake en live action des Disney nouvelle génération. Et pour terminer, je vais vous faire un petit peu voyager dans les îles, on en a bien besoin.
21 ans après, à l'endroit où les missionnaires chrétiens de la London Missionary Society sont arrivés, l'église protestante Maui rassemble ces jeunes. Depuis samedi, les paroissiens de Mahina, Aroué et Piré sont réunis à la Pointe Vénus. Des oreros, des chants pour fêter cet anniversaire et la présence de Dieu. Dieu créateur de toutes choses et donc des différents lieux de Mahina racontés dans les oreros. Aujourd'hui, notre chère Polynésie française est en jour férié. Il y en a qui ont de la chance, puisque c'est le 5 mars 1797. Ça fait donc 225 ans maintenant que sont arrivés sur les îles des missionnaires venus propager la parole de Dieu, l'évangile, d'où le nom de cette fête puisqu'elle s'intitule l'arrivée de l'évangile. C'est un jour de fête pour les îles, comme en témoigne ce reportage de Polynésie première. Il y a un an, il y a un siècle, reviendra évidemment la semaine prochaine dans Anthologie, bien sûr. Pour l'heure, vous l'avez entendu, c'est le journal de l'histoire au quotidien qui arrive. Un journal divisé en deux parties. La première, c'est le journal que vous connaissez, avec l'avancée du monde actuel. Mais le monde actuel, justement, est aussi rythmé par ce qu'il se passe sur le sol ukrainien. Nous aurons donc une page spéciale à la suite de ce journal. Voici donc le journal de l'histoire au quotidien. Et on démarre vendredi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous les autres aussi, bien sûr. Bienvenue donc à cette 47e cérémonie bien décidée à fêter le cinéma et dont l'humeur oscillera entre la mi-temps du Super Bowl et une soirée karaoké avec Michel Houellebecq, entre Titane et Tisane. Vendredi soir dernier a eu lieu, vous l'avez entendu, la 47e nuit des Césars sur Canal+. Alors tout le gratin du cinéma français était là pour cette cérémonie si prestigieuse qui pourtant depuis 2 ans a été vraiment chamboulée, avec notamment en 2020, on s'en souvient, l'affaire Weinstein qui a secoué la terre entière et la remise du meilleur réalisateur à Roman Polanski qui a vraiment défrayé la chronique, et une cérémonie 2021 sur fond de Covid avec des happenings comme celui de Corinne Maziero nue sur scène qui ont fait plus que débat. Antoine Decaune avait donc fort à faire pour faire oublier les dernières années et les dernières cérémonies, et ce fut chose faite malgré une houleuse actualité. Une cérémonie dédiée à l'acteur tragiquement disparu dans un accident de ski Gaspard Ulliel. Chic et sobre, cette soirée des Césars a reconnu le film Illusion perdue avec un S comme le grand gagnant avec pas moins de 7 victoires, dont celle, bien évidemment, du meilleur film. On salue aussi le César de la meilleure actrice pour l'immense Valérie Lemercier dans son propre film Aline, un biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion. Le film fait cependant partie des grands perdants de cette année, malheureusement, avec une seule récompense sur 11 nominations, tout comme Bac Nord qui pouvait prétendre à 8 victoires mais qui n'en a remporté qu'une. Le tout nouveau César de lycéen qui est né en 2021. Chaque discours a été comme à son habitude riche en tout point, mais je vous propose d'écouter celui d'Emma McKay. Vous la connaissez forcément, c'est l'actrice qui a été révélée dans Sex Education et elle remettait le César du meilleur film étranger. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi de remettre le César du meilleur film étranger, une catégorie qui me tient particulièrement à cœur et qui, étant donné les événements récents, me paraît plus vitale que jamais. D'où qu'ils viennent, le cinéma nous permet de vivre plusieurs vies. Il nous permet de voyager quand on est isolé, de retrouver notre force lorsqu'on se sent faible et de continuer à créer quand tout semble s'effondrer. Le cinéma est un outil nécessaire d'éducation, mais aussi et surtout un sanctuaire, un refuge qui nous accueille quand nous en avons le plus besoin. Et malgré cette période d'incertitude totale, je persiste à croire que l'essence protectrice du cinéma perdurera et que vos films continueront à nous renforcer, à nous élever, et qu'ils resteront avant tout une source d'espoir, même pour ceux qui ne savent pas lire les sous-titres. Le prochain rendez-vous du cinéma, ce sera lors des BAFTA 2022 qui se dérouleront le 13 mars à Londres. Ce sont le même genre de cérémonie de récompense du cinéma avant la cérémonie vers laquelle tout le monde va se tourner. Ce sera le 27 mars prochain, la 94e cérémonie des Oscars à Los Angeles, bien sûr. On passe samedi.
Et le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris. Il est inauguré en ce moment par Emmanuel Macron. Une visite présidentielle écourtée en raison de la guerre en Ukraine. La Bretagne est largement représentée avec de nombreux éleveurs, des entreprises de l'agroalimentaire et les produits de la mer. Des produits innovants et de nouvelles saveurs venant de notre région sont aussi à l'honneur. C'est une tradition, comme chaque année au Parc des Expos, porte de Versailles, à Paris, le Salon de l'Agriculture. Cette année, c'est la 58e édition du salon, qui est un salon international, rappelons-le, 58e édition, qui aurait dû se tenir l'an passé, mais qui avait été annulée à cause de la pandémie. C'est donc le retour des animaux, des produits locaux, des producteurs, des concours, bref, la grande ferme de Paris a réouvert après 2 ans d'absence et refermera ses portes demain le 6 mars. La coutume pour chaque président est de rester le plus longtemps possible dans ce salon. Cette coutume s'est vue franchement altérée par la crise en Ukraine. Néanmoins, chaque candidat a passé une tête au salon à la rencontre des exposants. On passe mardi. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont leurs 500 signatures. Il faut le rappeler, ça y est, ils peuvent enfin respirer. En revanche, c'est extrêmement compliqué pour Christiane Taubira. La candidate n'a pour le moment récolté que 128 parrainages. Alors que l'actualité se délocalise en direction de l'Est de l'Europe, n'oublions pas que le premier tour de cette élection présidentielle 2022 en France, c'est déjà dans 35 jours, le 10 avril, donc dans un peu plus d'un mois maintenant, et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout s'est accéléré cette semaine. Alors qu'ils étaient à la peine dans les parrainages, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour ont finalement pu présenter leurs 500 signatures nécessaires pour prétendre à la présidentielle. Ils rejoignent ainsi Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Emmanuel Macron qui a annoncé être candidat à la présidence de la République pour un second mandat dans une lettre ouverte aux Français, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. Pour la petite information, c'est Madame Pécresse qui récolte le plus de signatures avec un total au 2 mars de 2457, suivi ensuite de Monsieur Macron avec 1785 signatures. Autant de parrainages auxquels n'ont pas pu recueillir Christiane Taubira. Philippe Poutou est passé de très peu. Arnaud Montebourg, qui à force d'appeler ses copains n'aura trouvé qu'un seul de ses contacts pour lui accorder une signature. On connaît maintenant tous les candidats à la présidentielle et nous suivrons cette campagne de très près. On passe à mercredi. On vient de l'apprendre tout d'abord. Jean-Pierre Pernaut est décédé. Le présentateur star des JT de TF1 souffrait d'un cancer du poumon. Il était venu d'ailleurs en parler il y a 3 mois à peine sur cette antenne sur RTL. Ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin m'engueulait en me disant « Jean-Pierre, arrête de fumer ». Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs, « Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est pas raison ». Mais non. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer, j'ai été con, tout simplement. Ce fut un réel choc et je crois que chaque Français se souviendra de l'endroit où il était lorsqu'il a appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut ce mercredi. L'homme qui s'est invité tous les jours à 13h chez ses téléspectateurs pendant 32 ans est disparu. Alors non pas du cancer du poumon dont il se remettait pourtant, mais de plusieurs soucis cardiaques qui l'ont emporté mercredi. Son départ laisse la France orpheline alors que personne ne s'y attendait. Tout le monde lui a rendu de vibrants hommages alors que ce soit les citoyens de France, comme les politiques, ceux qui ont eu la chance de le croiser dans leur carrière aussi. Me concernant, c'était quelqu'un d'extrêmement important et un simple passage dans Anthologie ne serait que trop peu pour parler de sa vie. Voilà pourquoi, dès la semaine prochaine, dans Anthologie, la saga story lui sera consacrée pour tenter de revenir au maximum sur sa carrière de journaliste, d'animateur, de présentateur et plus encore. Nos pensées vont à Nathalie, sa femme, Lou, Tom et Julien, ses enfants. On passe à l'Ukraine maintenant. Cette semaine, alors que le président russe ne reconnaissait que les régions du Donbass comme étant pro-russes, Vladimir Poutine a finalement ordonné l'invasion quasi totale du pays avec des bombardements sur tous les coins de l'Ukraine et plus particulièrement les grandes villes comme Kiev, Odessa, Kharkov et bien d'autres encore. Les civils qui voulaient rester ont fini par presque tous s'en aller devant la violence de cette invasion. Une ville qui, il y a une semaine encore, était debout comme celle de Kiev est maintenant devenue un terrain dangereux de guerre où les Ukrainiens se battent pour leur capitale, tous derrière le président Zelensky.
La Pologne, elle, accueille de très nombreux Ukrainiens aux portes du pays. Près d'1 million de personnes auraient fui la guerre en Ukraine. Suite à cette barbare invasion russe, le pays se voit imputer de lourdes sanctions économiques et géopolitiques, telles que l'interdiction de concourir lors du prochain Eurovision. Les Jeux paralympiques qui ont démarré hier, ils n'y sont pas. Des médias comme RT ou Sputnik ont été supprimés en Europe. L'interdiction de prendre part à la Coupe du Monde en fin d'année. Les voies du ciel qui ont été supprimées pour les Russes, plus personne n'a le droit de voler en fait dans le ciel européen si c'est un avion russe. Bref, beaucoup de sanctions. En France, tous les transports sont devenus gratuits pour les Ukrainiens et le pays, comme l'Europe, tente d'acheminer le plus possible des armes et des vivres aux soldats comme aux civils qui sont restés là-bas. La situation reste très délicate avec comme dernière grosse information cette menace nucléaire qui planerait dans l'attaque d'une centrale et pourrait avoir de très lourdes conséquences. Voilà pour le journal de l'histoire au quotidien et pour le journal de l'Ukraine. Évidemment, s'il se passe la moindre information très brûlante, Anthologie pourrait revenir avant samedi prochain. Mais une chose est sûre, c'est que nous vous reparlerons de ce conflit qui nous touche malheureusement tous à différentes échelles. Nous allons partir direction maintenant la saga story. Alors la saga story, évidemment, vous connaissez, c'est là où je vous raconte des histoires, où je vous emporte, où j'essaye, du moins je tente de vous emporter un petit peu loin de tout ça. Et la semaine dernière, nous avions démarré une saga story sur la vie d'Edith Piaf, sur les démons plus précisément d'Edith Piaf. Cette story va continuer, nous allons découvrir la deuxième partie de la vie d'Edith Piaf, de la Seconde Guerre mondiale à la fin de sa vie. Voici les démons d'Edith Piaf, deuxième partie. La semaine dernière, nous évoquions dans Anthologie le début de vie et de carrière de l'icône française Edith Piaf, dite la môme. Si ses débuts n'ont pas été forcément des plus réussis d'un point de vue personnel, la voix de ce diamant brut, comme aimait le rappeler son premier patron de cabaret parisien, était comme son talent indiscutable. Voici la suite de la saga story. Edith Piaf est au plus haut de sa popularité. Des scènes de cabaret, de music-hall, mais sonne le glas de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les hommes sont appelés sous les drapeaux pour aller au front, la môme, elle, reste sur Paris et continue ses représentations, à Bobino notamment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'occupation allemande, Edith Piaf s'en contrefiche pas mal. Contrairement à ce que certains pouvaient penser. En pleine représentation un soir de 42, elle chantera en bonus track « Où sont-ils tous mes copains ?» devant des officiers allemands mêlés à un public français qui l'acclame, bien que cette interprétation devant le drapeau français grasse vraiment un petit peu pour l'ennemi. Pourtant, un an après, elle se retrouve dans une très délicate situation. Au nom de la promotion de la chanson française, elle entreprend avec de nombreux chanteurs français un voyage à Berlin et pose devant la porte de Brandebourg. Cette photo et ce voyage, c'est le scandale assuré. Cette période de guerre sera des plus douloureuses pour Edith, qui un an plus tard perdra son père de qui elle était très proche. Il sera enterré sur ordre d'Edith Piaf dans le caveau familial au cimetière du Père-Lachaise avec la petite Marcelle dont nous avons parlé la semaine dernière, la première fille d'Edith Piaf. Sa mère, dont elle était beaucoup moins proche, ne sera pas acceptée par Edith dans le caveau et sera enterrée d'ailleurs un an plus tard, mais ailleurs. À la fin de la guerre, Edith Piaf marche un petit peu sur des œufs face à un public qui la considère tantôt comme une compagnonne de la résistance, tantôt comme une collabo nazie. Néanmoins, elle sera blanchie de tout soupçon par le comité d'épuration français dans ces histoires-là, bien que certains pensent toujours
qu'Edith Piaf avait un petit penchant collabo nazi. Une chose est sûre, la guerre c'est fini pour Edith et elle s'apprête à vivre un des plus grands moments de sa vie. 1945, fin de la guerre vous le savez, et écriture de La vie en rose, qui est sans conteste la chanson qui fera la renommée de La Môme, dès sa sortie en 1947, 2 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs cette année-là, alors qu'elle est en représentation à New York, qu'elle rencontre le véritable amour de sa vie, le boxeur français Marcel Cerdan, qui sera sacré d'ailleurs l'année suivante champion du monde des poids moyens. Elle le suivra à plusieurs de ses combats, et c'est à ce même homme qu'elle déclare sa flamme dans une chanson dont le titre raconte déjà tout, l'hymne à l'amour. Elle interprète cette chanson pour la première fois en septembre 49, mais le conte de fées vire au drame un mois plus tard. Edith Piaf est à Paris et elle réclame son homme, elle réclame Marcel Cerdan, elle lui demande instamment de venir la rejoindre dans la capitale française. Alors, il prend le premier avion en direction de Paris. Et là, c'est le drame. Marcel Cerdan perd la vie dans un crash d'avion. Dans la chanson L'hymne à l'amour, qu'elle est dédiée à Marcel Cerdan, elle chante « Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. » Ce qui fut tragiquement le cas pour Cerdan. Edith ne se remettra jamais de la mort de son homme et s'en voudra toute sa vie, ce qui n'arrangera pas ses problèmes avec l'alcool et la drogue déjà présents vraiment quotidiennement. Quelques années plus tard, elle subit un accident de voiture où les médecins lui voient s'administrer de la morphine pour lui soulager ses douleurs. Mais c'est l'effet inverse qui sera constaté, puisqu'elle se retrouvera dépendante de la morphine, en plus du reste. Elle fera 2 cures de désintoxication. Mais ce sera au détriment d'une polyarthrite qui attaque ses articulations et commence progressivement à avoir du mal à marcher, à vivre correctement pour cette femme qui a à peine la trentaine. Elle continue à boire beaucoup, à reprendre de la morphine, tout ça pour contrer la maladie. Mais elle continue aussi à chanter sur scène et elle sauvera même l'Olympia de la faillite. Sa maladie la fera même tomber sur scène face au public, à Dreux. Edith Piaf, une femme de 40 ans, dans un état de santé très aggravé par la vie qu'elle a menée. Elle ne bouge quasiment plus, elle est dépendante de tout et son contraire. Et bien qu'elle épouse un jeune homme à la fin de sa vie, elle s'en voudra toujours de la mort de son boxeur. Cette vie prendra fin pour Piaf à l'âge de 47 ans seulement, le 10 octobre 1963, à Grasse. Mais la légende de la Môme ira jusqu'au bout. Morte, elle sera transférée dans le plus grand secret, dans son appartement parisien pour officialiser sa mort le lendemain, depuis Paris, en hommage à la capitale qu'elle a tant aimée. Les obsèques se dérouleront ensuite le 14 octobre d'une manière officiellement non nationale, mais c'est tout comme, avec une circulation suspendue et près d'un demi-million de personnes venues la saluer une dernière fois. La Môme repose désormais dans le caveau familial avec son père, sa fille et son dernier mari décédé ensuite en 1970 d'un accident de voiture. Aujourd'hui encore, la légende de la Môme subsiste et cette vie aura marqué de nombreux Français et internationaux, notamment avec le film du même nom et incroyablement interprété par Marion Cotillard qui deviendra la première femme française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film en 2008. La saga story sur les démons d'Edith Piaf s'arrête ici, une vie incroyable faite de choses incroyables et pourtant une vie bien triste pour cette chanteuse à la voix d'or. La semaine prochaine, une nouvelle story vous attend, je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous samedi prochain pour la découvrir. Et bien voilà, Anthologie, c'est terminé pour cette semaine, une émission un petit peu plus longue, il est vrai, que d'habitude, mais dû à une actualité vraiment très très chargée cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine à venir. Les experts seront de retour vendredi avec une spéciale, mais non, ce sera à partir de 18h sur toutes les plateformes de streaming. Et nous, évidemment, samedi prochain, 9h, le rendez-vous est pris avec du coup une story sur Jean-Pierre Pernaut pour lui rendre hommage. Voilà, maintenant vous savez tout, et bien il va falloir que je vous laisse, et oui, hein. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne journée, un bon week-end. Évidemment pas de sexe sans latex, mais ça vous le savez maintenant. Bisous tout le monde.